Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Et pour les personnes qui sont intéressées par justement les PDF que je présente, vous pouvez les avoir si vous vous abonnez à l'abonnement premium sur la chaîne. Ensuite, il suffit que vous m'envoyiez un message privé sur Instagram et je vous mets dans le groupe. Et ensuite, vous aurez accès toutes les semaines au PDF dès qu'il y a enfin toutes les 2 semaines, dès qu'il y a une nouvelle vidéo YouTube qui sort. Donc dans cette vidéo, on va parler des douleurs de genoux qui pourraient être d'origine arthrosique, mais qui auront en fait, qui peuvent avoir en fait une origine plutôt lombaire. Donc on va voir ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va voir comment une sténose au niveau lombaire, ça peut influencer les résultats des prothèses de genoux chez les patients. Et on verra même en fin de vidéo comment un problème au niveau cervical peut donner des douleurs au niveau des genoux. Et on verra ça par le prisme en fait de la myélopathie cervicale. On fera pas de lien anatomique un petit peu bizarre comme on peut voir un petit peu partout, notamment sur les réseaux. Donc on va commencer avec cette étude-là. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les patients adultes plus âgés qui consultent pour une douleur au genou, l'une des causes les plus fréquemment diagnostiquées, en fait, ça va être l'arthrose. Ça, je pense que vous avez tous à votre cabinet des patients qui viennent plus de 65, 70, 75 ans. Ils viennent avec une douleur de genou et sur l'ordonnance ou dans le diagnostic, il y aura de l'arthrose ou ça peut être aussi des lésions comme des déchirures méniscales. D'accord? Donc des choses qu'on retrouve effectivement chez les patients âgés à l'imagerie. Et donc en fait, quand on a par exemple le médecin qui suspecte de l'arthrose ou une lésion méniscale, il va prescrire possiblement une radio ou une IRM pour être sûr de son diagnostic. Cependant, il existe des situations où l'imagerie du genou ne révèle pas d'anomalie majeure et où l'examen clinique du genou est relativement peu pathologique. C'est le patient qui vient, il a mal au genou, puis vous testez un petit peu tout, et en fait vous n'avez pas à reproduire forcément la douleur, c'est pas très cohérent avec un problème mécanique, c'est-à-dire que plus vous augmentez la contrainte sur le genou, la douleur n'augmente pas de manière proportionnelle. Sur certains mouvements ça se déclenche, sur d'autres non, et en fait ça n'a pas trop de rapport avec la charge que vous mettez sur le genou. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver notamment dans les cas de douleurs atraumatiques. En fait, on peut avoir une pathologie de la colonne lombaire, qui est une cause en fait connue de douleur projetée dans le membre inférieur et qui doit être envisagée comme une éventuelle origine de la douleur au genou. Donc dans un cadre non traumatique, avec un examen clinique du genou négatif, et ben ça vaut le coup d'aller voir un petit peu plus haut, donc au niveau du rachis lombaire, s'il ne se passe pas quelque chose. Notamment, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les atteintes au niveau de L3, L4, donc avec notamment la racine L3, qui sont les plus fréquemment impliquées dans le cas où on a des douleurs au niveau du genou. On verra un petit peu tout ça après. Ici, je vous ai mis ma vidéo sur comment l'IRM fabrique des malades pour comprendre un petit peu aussi pourquoi, comment en fait les imageries peuvent tout simplement créer des malades. J'en dis pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Donc on va faire un petit peu d'anatomie pour essayer de comprendre un petit peu ça. On va parler essentiellement de deux choses, nous, hernie et sténose. Et là, on va faire un petit rappel anatomique sur les racines lombaires. Donc les racines nerveuses lombaires, elles font partie du système nerveux périphérique. Les racines, notamment L2, L3, L4, qui vont constituer le nerf fémoral. En tant que telles, ces racines, elles peuvent être à l'origine de douleurs neurogènes périphériques ou radiculaires, de douleurs neurogéniques périphériques ou radiculaires, de douleurs radiculaires, de névrite ou ce qu'on appelle de sciatique. Souvent, la douleur radiculaire, elle est décrite comme vive, fulgurante ou électrique, irradiant du bas du dos vers la jambe. Les patients ils peuvent aussi décrire une douleur sourde, profonde, localisée à une seule zone du membre inférieur, ce qui peut en faire un grand imitateur clinique, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas forcément tout le trajet du nerf présent à chaque fois. Vous pouvez avoir la présence d'une douleur isolée, par exemple au niveau du genou, une douleur isolée au niveau du tendon d'Achille. Peu importe, en fait, en gros, ça peut mimer des troubles musculo-squelettiques du type arthrose du genou, problème de ménisque au niveau du genou, ou tendinopathie du tendon d'Achille, parfois si c'est un peu plus interne, tendinopathie du tibial postérieur, enfin en gros tout un tas de pathologies musculo-squelettiques, mais qui sont en fait dues à un problème de racine. Faut pas forcément se dire que dès qu'une racine est touchée, on va forcément avoir tout le trajet dans la jambe, d'accord? Sinon vous allez passer à côté de cette origine lombaire dans certains cas.
Donc lorsqu'on retrouve une atteinte L3, L4, elle peut provoquer une douleur radiculaire suivant une distribution dermatomale classique, bien que ces schémas puissent se chevaucher. Ça, il faut savoir, hein, c'est pas toujours aussi clair que sur les schémas d'anatomie. Donc une pathologie touchant L3 provoque généralement une douleur localisée à la partie inféromédiale de la cuisse et à la face médiale du genou. On se retrouve avec, voilà, vous avez la racine L3 qui est indiquée ici. Le nerf fémoral lui-même donne naissance à des branches antérieures, médiales et intermédiaires qui innervent la majeure partie de la peau et de la face antérieure de la cuisse. L'incidence des radiculopathies L3 et L4 augmente avec l'âge et est particulièrement fréquente chez les personnes dans leur 6e décennie de vie. Soit en fait exactement la période où tombent les diagnostics en fait d'arthrose du genou. Donc en fait voilà, on a le chevauchement de ces deux entités, on va dire, à l'arthrose du genou intervient en même temps que les radiculopathies L3 et L4. Et donc du coup, bah, c'est vrai que le patient il vient, il a mal au genou, bah, on lui passe une radio, une IRM, bah, on va avoir de l'arthrose, bon bah c'est l'arthrose qui vous fait mal. Ouais, mais en fait, non, parce que on n'est pas allé voir, on n'est pas allé tester la racine L3 par exemple, pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau du rachis lombaire. Cette origine vertébrale de douleur projetée vers le genou, si elle n'est pas envisagée, en fait, elle peut passer inaperçue chez un patient qui consulte pour une douleur au genou, et ça peut conduire à un diagnostic erroné et à des erreurs de prise en charge. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un patient qui vient pour une douleur, que ce soit, on a dit, arthrose, méniscale, vous vous dites, bon, bah, on va recharger tranquillement le genou, mais en fait, le problème vient de plus haut, et en fait, donc, vous avez le mauvais diagnostic qui engendre le mauvais traitement. Si vous voulez en savoir plus, parce que là c'était quand même très caricatural, on va dire, les innervations dermatomales ou tronculaires au niveau du membre inférieur, si vous allez regarder ces vidéos, donc notamment la partie, le membre inférieur, c'est dans cette vidéo-là. Si vous voulez voir un petit peu, en savoir plus sur les dermatomes, sur les territoires tronculaires, que ce soit moteur, sensitif, connaître les modalités de l'examen de la fonction neurologique, et des tests de mise en tension nerveuse, bon bah vous avez ces deux vidéos là. Là on est plutôt sur le membre inférieur et là on est plutôt sur le membre supérieur. Voilà, là, vu qu'on se concentre sur le genou et sur notamment la racine L3, je vais pas tout refaire. Si là ce que je vous ai dit ça semble clair, vous pouvez continuer. Si ça vous semble vraiment pas clair, allez voir ces deux vidéos avant de revenir sur celle-là. Et donc je vous recommande aussi toutes ces vidéos là. Donc ça, c'est des vidéos pour comprendre, comme je vous ai dit un petit peu comment fonctionne le système nerveux périphérique, comment on l'évalue et tout ça. Et là, vous avez des applications un petit peu plus pratiques. Là, dans le cadre de la hernie avec le nerf sciatique. Ici, on va parler du canal carpien. Et ici, on va voir comment les douleurs de coude, en fait, ne sont pas toujours des problèmes de tendinite. Donc en fait, pour faire un petit parallèle, ici on parle des douleurs de coude qu'on classe en général tennis elbow ou golf elbow, peu importe, mais en fait qui peuvent être en rapport avec un nerf qui serait sensible à ce niveau-là, nerf radial ou peu importe. Et là aujourd'hui, donc en fait, en gros, faut pas voir tout par le prisme musculo-squelettique du tendon, par exemple, au niveau du coude. Et ben là, on fait pareil avec le genou, c'est-à-dire il faut pas voir avec toujours avec le prisme musculo-squelettique, de se dire que la douleur au genou, c'est l'arthrose ou une lésion méniscale. Non, ça peut être aussi une origine nerveuse, là, qui vient de plus haut, notamment le rachis lombaire. Donc là, on va parler de la pathologie L3, L4. En fait, on va en parler beaucoup de cette pathologie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau L3, L4, c'est là qu'on a la racine L3 qui sort et qui vient notamment énerver le quadriceps. Donc ça, c'est une chose importante. Donc retenez bien ça. De toute façon, on va revenir dessus tout au long de la vidéo. Donc on a deux pathologies les plus courantes qui peuvent provoquer des douleurs projetées au niveau du genou. On a la sténose spinale, la sténose lombaire, et la hernie discale. Donc les hernies discales au niveau L3, L4, elles sont plus rares que celles localisées au niveau lombaire inférieur, en général L4, L5 ou L5, S1, au cabinet ou de manière générale. En tout cas, vous avez beaucoup plus entendu parler de hernie L4, L5 ou L5, S1. Et en fait, une chose qui est intéressante, c'est que les patients qui présentent une hernie discale L3, L4, donc le niveau du dessus, sont en moyenne plus âgés que ceux qui présentent des hernies au niveau inférieur. Donc ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Et en fait, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des patients qui sont plus âgés, donc plus le patient va être âgé, plus il aura le risque de présenter de l'arthrose au niveau de son genou, donc potentiellement plus de risques que sa douleur de genou soit classée comme due à l'arthrose.
Cela coïncide avec le fait que la sténose lombaire débute généralement au niveau L5-S1 puis remonte progressivement vers les niveaux supérieurs avec le temps. Donc là on a la hernie discale et la sténose. On va parler d'abord hernie discale. Donc les hernies discales au niveau lombaire supérieur sont moins bien connues, c'est ce que je vous disais juste avant. Les hernies situées au niveau L1, L2, L2, L3 et L3, L4, ça représente moins de 5% de l'ensemble des hernies discales. Donc déjà, on voit que ça représente qu'une toute petite proportion des hernies discales. La fréquence spécifique des hernies L3, L4 varie selon les sources. On est entre 1,8 et 9% de toutes les hernies discales. Des études de cas ont rapporté des patients se plaignant de douleurs antérieures du genou chez qui une hernie discale majeure L3, L4 a été identifiée à l'imagerie lombaire et ces patients ont vu leur douleur au genou disparaître après une intervention chirurgicale lombaire. Donc là en fait on se retrouve avec un exemple de patient qui vient avec une douleur du genou, qui se fait opérer au niveau... Enfin c'est objectivé à l'IRM qu'il y a une hernie discale compressive L3, L4. On opère le patient n'a plus mal au genou, c'était peut-être pas le plus utile, par exemple, de faire un traitement au niveau du genou. Mais de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire, ça soit du renforcement. Alors, le renforcement, comme on peut penser souvent, ça peut améliorer aussi. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des effets systémiques. C'est-à-dire que si on a un nerf qui est en souffrance, bah, le fait de faire bouger le patient, notamment à des niveaux d'intensité élevés, bah, ça peut diminuer la douleur sur le moment. Ça peut quand même aider un petit peu les nerfs à se régénérer et tout ça. Mais sur le long terme, en fait, c'est peut-être pas le bon traitement. Alors peut-être après, il n'y avait pas forcément besoin de faire la chirurgie, peut-être une rééducation adaptée qui se concentre sur la zone lombaire, ça aurait été aussi efficace. Bon voilà, mais en tout cas, on sait que ça nous montre qu'on peut avoir des douleurs qui sont au niveau du genou, qui viennent du rachis lombaire. On a des exemples dans la littérature, on a un cas de douleur antérieure persistant du genou gauche, survenu après un accident de voiture par l'arrière. Donc ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on peut se dire il y a eu un traumatisme, la douleur au genou elle est arrivée, on peut se dire que le patient, ça a tapé son genou, peu importe, là on est dans un contexte traumatique, on a vu tout à l'heure atraumatique, on peut penser rachis lombaire, mais là il y a un trauma, on va se dire trauma direct sur le genou, pourquoi pas, pendant l'accident, et en fait ça peut, on va se dire, bon bah j'ai pas besoin d'évaluer la zone lombaire, là c'est assez clair, il y a eu un mécanisme traumatique, mais en fait non, là l'examen du genou il était normal, mais le patient il présentait une atrophie du quadriceps et une diminution du réflexe rotulien. Donc là ça veut dire que donc diminution du réflexe rotulien, on est dans le cas d'une perte de fonction, donc on est plutôt sur une radiculopathie, donc on a possiblement une atteinte d'une racine au niveau lombaire, l'atrophie du quadriceps, voilà, qui doit peut-être sûrement, on ne sait pas, mais qui peut être associée à une perte de force. Et donc l'imagerie lombaire, elle a révélé des protrusions discales L3, L4 et L4, L5. Lors de l'intervention, une hernie discale centrale comprimant la racine L4 au niveau L3, L4 a été identifiée et retirée. La douleur au genou a complètement disparu après l'opération. Donc voilà, là on a un cas. Et on a un deuxième cas, donc c'est un homme de 71 ans qui souffrait de douleur au genou gauche, initialement mal diagnostiqué comme ayant une déchirure méniscale, puis opéré sans succès par arthroscopie du genou. Donc ça, c'est des cas qu'on peut avoir. Là, voilà, on a un patient âgé, on a dit. Âgé, ça veut dire que plus de risques d'avoir des lésions méniscales et de l'arthrose, mais aussi plus de risques d'avoir un problème lombaire qui peut mimer un problème de genou. Des examens, scanner et IRM lombaire ont montré une spondylosisthésis L5-S1 et une hernie discale gauche L3-L4. Le patient a bénéficié d'une microdissectomie au niveau L3-L4, au cours de laquelle une grande hernie foraminale comprimant le ganglion spinal dorsal de L3 a été identifiée. À 6 mois post-opératoire, la douleur au genou s'était nettement améliorée. Et donc voilà, ce cas souligne également un fait important. Les hernies L3, L4 sont non seulement plus rares que celles des niveaux inférieurs, donc ça on l'a vu tout à l'heure, ça fait la troisième fois que je vous le dis, je pense que là vous avez retenu, mais elles ont également tendance à se produire dans des zones foraminales ou en position extraforaminale, donc c'est des zones qui peuvent être un petit peu plus difficiles à voir à l'IRM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le radiologue, il doit faire plus attention à ces zones-là quand il analyse les images pour une personne qui rentrerait dans la case de j'ai une douleur au genou, mais en fait ça vient de mon dos. Et donc ces rapports de cas, ils soulignent l'importance de corréler l'imagerie, l'examen clinique et l'anamnèse. Lorsque ces trois éléments ne sont pas concordants chez un patient qui présente une douleur au genou, un examen neurologique approfondi s'impose. Après, moi, comme je vous le dis souvent, quand on suit les recommandations pour la douleur musculo-squelettique, en général, on recommande d'évaluer la fonction neurologique, peu importe la présentation. Voilà. Après,
Donc on peut le faire, on fait notre anamnèse et on peut commencer par ça, de manière soit il est négatif, bah, vous savez qu'il y a pas de problème, vous pouvez rassurer le patient, et en plus vous pouvez rassurer le patient parce que bon, bah, ses nerfs vont bien. Soit c'est positif et là dans ce cas-là, bah, en fait on va tout de suite changer le côté, on va se dire: «Bon, bah, en fait ça vient peut-être pas forcément du genou». On va voilà, ou en tout cas on note qu'il y a quelque chose au niveau lombaire, après on passe au genou et à la fin on regarde un petit peu, tout ce qu'on a. Et en fait là ce qu'on a aussi, c'est que les auteurs ils recommandent également l'utilisation de blocs diagnostiques des racines nerveuses pour confirmer le diagnostic si on suspecte une atteinte L3, L4 comme étant à l'origine en fait de la douleur au genou. Cette approche, elle a montré une bonne sécurité et une précision acceptable dans le diagnostic de radiculopathie lombaire. Et donc, on a une étude qui a montré que les patients ayant une amélioration des symptômes après une injection sélective de racines nerveuses avaient un taux de succès chirurgical de 91% après dissectomie, contre 60% chez ceux qui n'avaient pas répondu à l'injection. Donc, l'injection sélective de racines nerveuses, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont au plus près du nerf spinal. Ils injectent une solution, un anti-inflammatoire du type corticostéroïde, et ils voient en fait si ça diminue la douleur. Ça peut être une technique pour soulager et une technique aussi pour diagnostiquer ou pour évaluer en fait l'implication de ce nerf spinal dans la douleur. Donc l'injection sélective de racines nerveuses est donc considérée comme une option non chirurgicale raisonnable pour un soulagement temporaire, c'est ce que je viens de vous dire, et comme un test diagnostique, notamment dans les cas où l'IRM il n'est pas clair, c'est multiniveau, c'est non concordant avec les symptômes du patient. Et ici on a aussi une étude de prospective comparative où on avait des patients qui avaient une hernie L3, L4 et on les a comparés à ceux ayant des hernies L4, L5 ou L5, S1, et les auteurs ils ont retrouvé, comme dans des études précédentes, que les hernies L3, L4 étaient associées à un âge plus avancé, à une fréquence accrue d'aréflexie ou d'hyporéflexie rotulienne et à un taux plus élevé de déficit moteur. Ils ont également montré que les hernies L3, L4 étaient plus fréquemment du type foraminal ou extra-foraminal, et cette localisation inhabituelle des hernies des niveaux supérieurs doit inciter le chirurgien orthopédiste à examiner avec attention ces zones anatomiques sur les examens, scanners ou IRM. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, afin de ne pas passer à côté du diagnostic. En effet, même après une dissectomie, certaines hernies foraminales peuvent être laissées en place et ont été impliquées dans la persistance des symptômes après chirurgie. Donc, juste une chose, ici, on voit qu'on a des déficits moteurs, hyporéflexie, aréflexie. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Bah, ça nous dit en fait que vous devez évaluer la fonction neurologique pour voir si on n'a pas des pertes et donc une radiculopathie. Voilà. Donc ça, c'est des choses, vous êtes... Bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'autre moyen pour vous que de faire un bilan de la fonction neurologique. Voilà. Et juste une chose, bon, j'en parlerai après. Bon, je reviendrai sur une chose après par rapport justement aux zones anatomiques sur les IRM et tout ça. En attendant ici, j'en profite pour faire la promotion sur ma formation. Donc comme d'habitude, lombalgie et drapeau rouge, sécuriser la prise en charge précoce. Avec en fait le but de cette formation, être capable d'identifier les situations où on doit référer, soit de manière rapide, soit de manière urgente, les patients qui se présentent avec une lombalgie. Ici, on a le programme au complet et on voit notamment qu'on parle justement de la sténose rachidienne lombaire de manière... voilà, il y a tout un chapitre dessus, je vais revenir dessus juste après pour vous en dire un petit peu plus. Bien évidemment, en ce moment, je travaille sur la suite, donc sur les cervicalgies. Je vous mets le programme ici. Vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube qui présente la formation, de pourquoi je l'ai faite, comment je l'ai faite, comment elle est élaborée. Le but, c'est de répondre à un maximum de vos questions avant que vous achetiez la formation. Et donc, dans cette formation, on parle de sténose rachidienne lombaire, et donc en fait, il y a toute une partie sur la comprendre entre la physiopathologie, la sténose foraminale L5-S1, et en général, en fait, c'est celle-là la plus fréquente. Je vous explique pourquoi c'est la plus fréquente. Au niveau anatomique, il y a certaines particularités qui expliquent que c'est cette racine-là, enfin, c'est cette sténose-là la plus fréquente, que c'est une pathologie dynamique. Connaître la gestion de la sténose en France par les médecins, savoir un petit peu où est-ce qu'ils sont bons, où est-ce qu'ils sont moins bons. Et nous, le but, bah, c'est d'être bons là où ils le sont moins
pour justement servir de filet de sécurité par rapport à certaines décisions cliniques. Reconnaître la présentation clinique, bon ça c'est tout à fait normal. Reconnaître la claudication neurogénique intermittente, d'accord, qui est un signe très classique de la sténose rachidienne lombaire. Être capable de la différencier de la claudication vasculaire intermittente, et avec une compréhension physiopathologique derrière. Donc je vous propose de différents tests pour savoir est-ce que c'est plutôt vasculaire ou est-ce que c'est plutôt neurogénique. Bien évidemment, la vasculaire, nous, dans la partie, dans la formation sur les lombalgies, on la voit, hein, la claudication vasculaire intermittente, notamment sur les maladies artérielles périphériques. Donc là, on voit la claudication neurogénique, là, on voit la claudication vasculaire, on a des comparaisons entre les deux, quel test faire, des variantes de tests et tout ça pour vraiment être capable d'identifier les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux claudications n'engendrent pas les mêmes conséquences. Une claudication neurogénique, c'est pas vraiment... Alors après, vous pouvez, dans le cas d'une sténose, d'un canal lombaire étroit, référer tout de suite vers le médecin parce que vous estimez que c'est important que le médecin soit au courant de ce diagnostic spécifique, voilà, des choses comme ça. Mais en fait, on peut prendre en charge le patient, il n'y a pas particulièrement de risque. Dans le cas d'une claudication vasculaire intermittente non connue, là, les enjeux sont totalement différents. Le patient doit voir un médecin vasculaire. Il peut revenir vous voir ensuite pour faire un traitement par rapport à sa claudication vasculaire, mais cette claudication vasculaire doit être posée enfin le diagnostic doit être posé par un médecin. Il doit être suivi pour ça. Voilà, donc c'est deux enjeux totalement différents. Ça, au pire, vous pouvez envisager de traiter le patient. Là, si c'est pas connu, vous pouvez pas envisager de traiter le patient. Voilà, ça c'est médecin, pas en urgence, d'accord, pas forcément en urgence, mais de manière rapide. On va savoir quelle imagerie recommander. Donc là, il y a un gros bonus sur l'imagerie, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de l'IRM en charge, de ses défauts, et tout un tas d'autres types d'IRM qui peuvent être utiles. Le but, il y en a certains qui ne seront pas accessibles pour les patients, mais c'est juste de savoir que ça peut se diagnostiquer sur certains types d'IRM. Ça permet aussi de comprendre pourquoi certains patients chez qui vous allez identifier une sténose vont revenir avec des imageries négatives et vous allez lui dire mais non mais cliniquement il a ça. De toute façon c'est un diagnostic clinique, hein, donc voilà, ça c'est important de le savoir. Vous posez pas le diagnostic mais vous devez reconnaître, être capable de reconnaître la clinique, c'est quelque chose d'important. Et en fait, vous avez des patients, ils vont dire oui, mais voilà, mes imageries sont négatives, mais vous, comme vous savez que il y a des faux négatifs. Ça, c'est important. Et pour revenir sur, tout à l'heure, je voulais vous dire une chose, voilà, certaines hernies foraminales peuvent être laissées en place et ont été impliquées dans la persistance des symptômes après chirurgie. Il faut savoir qu'en fait, il y a certaines zones justement à l'imagerie qu'on voit moins bien. Il peut y avoir ce qu'on appelle des double crush syndrome sur la racine. Donc en fait, elle peut être atteinte à deux endroits différents. Et en fait, à l'imagerie, ils en voient surtout une. Ils opèrent à ce niveau-là, mais ils opèrent pas à l'autre. Et en fait, on a un syndrome d'échec de la chirurgie. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir des patients que peut-être vous avez suivi ou pas, qui se sont fait opérer. Vous entamez ou vous poursuivez la rééducation. Ces patients-là ne s'améliorent pas. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Ben, en fait, c'est peut-être qu'il y avait un double crush syndrome sur la racine. Et en fait, ils ont retiré un lieu d'atteinte, mais pas le deuxième. Et en gros, ben, on peut avoir ça qui dure. Donc ça peut être intéressant de le savoir pour peut-être retourner chez le médecin, proposer une nouvelle IRM, discuter avec le médecin, se dire qu'il faudrait peut-être s'intéresser à cette zone-là. Il y a une zone vraiment cachée, difficile à identifier. Voilà, il faut, voilà, pour parler au médecin, parler au patient, dire que voilà, c'est pas parce que le patient il a des atteintes, il se fait opérer, il pensait que ça allait mieux, finalement il y a une amélioration, mais c'est pas top top. Bon bah voilà, pour être capable de le rassurer ou de le guider dans les prochains examens à faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est une grosse partie, c'est une bonne partie, on va dire, de la formation. Et en fait, on voit, voilà, que c'est important pour identifier une sténose dans le cas où on a une lombalgie, mais en fait, vu que dans la formation, c'est pour les lombalgies avec ou sans douleur irradiante, bon, bah, on voit que dans le cas d'une douleur de genou, la formation peut servir pour évaluer la fonction neurologique, penser à une sténose et faire un courrier au médecin.
Et donc là, on va retourner sur la suite de la vidéo et on va parler des sténoses, de la sténose, notamment la sténose L3, L4. Donc là, on est à un peu moins de la moitié de la vidéo. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de faire l'estimation de la vidéo. Donc je pense qu'en 1 heure, là je sais pas à combien on est, 25-30 minutes. Je pense qu'en 1h10, ce sera réglé. Donc on revient sur cette sténose L3, L4 qui peut aussi être une cause de douleur projetée au niveau du genou parce que elle va être liée justement à une pathologie au niveau L3, L4. Elle peut survenir pour diverses raisons, soit des anomalies au niveau des tissus osseux, donc notamment de l'arthrose au niveau des facettes articulaires. Il peut y avoir la présence d'ostéophytes. Ça peut être à cause de certains tissus mous, notamment par exemple une protrusion discale, par exemple. Ça peut être un épaississement du ligament jaune. Elle peut être centrale, touchant alors la racine nerveuse descendante L4, ou latérale, comprimant la racine sortante L3. En fait, il faut savoir que dans les sténoses, en général, vous avez centrale, latérale, même foraminale. Dans les deux cas, cela peut provoquer une irritation nerveuse et des douleurs projetées vers le genou. On a une étude rétrospective qui a été menée sur 17 patients atteints d'une monoradiculopathie L3, traités soit chirurgicalement, soit par injection sélective de racines nerveuses. Et en fait, dans cette étude, l'âge moyen des patients était de 76 ans. Donc vous allez voir de toute façon tout au long de la vidéo, et même déjà avant, voilà, on est sur des personnes âgées à chaque fois. On n'a pas vu de personnes qui avaient 25 ans, 20 ans ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. La sténose, elle peut être aussi congénitale, elle n'est pas forcément dégénérative. Parmi eux, 12 présentaient des douleurs inguinales, 5 des douleurs au genou et 4 avaient été mal diagnostiqués comme souffrant d'arthrose de la hanche ou du genou. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, c'est qu'on retrouve encore des douleurs qui ne sont pas forcément localisées au niveau du dos, et on retrouve des douleurs qui peuvent être donc au niveau du membre inférieur, douleurs inguinales, ça arrive. Actuellement, par exemple, personnellement, j'ai un patient chez qui il y a de fortes chances qu'il y ait la présence d'une sténose, et en fait qui se présente avec surtout des douleurs inguinales, alors qui peuvent descendre un petit peu à l'intérieur de cuisse, mais ouais, notamment inguinales. On peut avoir des douleurs de genoux, et en fait, donc toujours pareil, on retrouve des douleurs au niveau des membres inférieurs. On pourrait se dire, bon on va traiter le membre inférieur, mais en fait, peut-être que l'origine vient d'un petit peu plus haut. Et voilà, et on a même des patients mal diagnostiqués, comme arthrose de hanche ou de genou, effectivement. Des douleurs inguinales, ça peut être confondu avec de l'arthrose de hanche. Des douleurs au genou, ça peut être confondu avec de l'arthrose de genou. 76 ans, si vous passez une radio ou une IRM, il y a de fortes chances, de toute manière, qu'il y ait de l'arthrose au niveau de la hanche et au niveau du genou. Voilà. C'est pour ça qu'il faut juste réfléchir un tout petit peu plus. Et si vous avez un patient à cet âge-là qui vient, avec son diagnostic d'arthrose, peut-être refaites un bilan et voyez comment ça se passe au niveau de ses nerfs, au niveau de ses racines. Sur les 17 patients, 16 ont vu leurs symptômes s'améliorer avec un traitement conservateur, injection ou chirurgical de leur pathologie lombaire. Donc voilà, on traite au niveau lombaire, ça va mieux dans le genou ou dans la hanche. Une étude sur l'effet de la diminution de la hauteur discale des niveaux lombaires supérieurs sur les douleurs des membres inférieurs a montré que la perte de hauteur discale, dans les niveaux notamment supérieurs, L1, L2, L2, L3 et L3, L4, avait une forte corrélation avec les douleurs au genou. Voilà. Donc il faut penser en cas de douleur au genou isolé, notamment atraumatique, chez une personne plutôt âgée, se dire que l'examen de la fonction neurologique, et donc du coup en fait l'examen de la zone lombaire, en fait il est quasiment obligatoire en soi. Hein. Et on va voir après que même chez un patient qui a une prothèse de genou, ça peut être intéressant de le bilanter, soit la prothèse est déjà faite, on bilante à ce moment-là, soit un patient qui va se faire opérer, on bilante quand même la sténose aussi. On a des données sur le sujet. Donc différencier une douleur du genou d'une douleur projetée, c'est important. Je pense que c'est aussi la question que vous vous posez depuis le début de la vidéo, même si j'ai déjà apporté un début de réponse. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc au-delà du fait que la pathologie L3, L4 peut imiter une douleur du genou, bon ça maintenant je pense que vous le savez, il est essentiel de comprendre comment la différencier cliniquement d'une pathologie qui est vraiment primaire du genou, d'accord ? Donc il est important de garder un indice de suspicion pour une radiculopathie L3, L4, notamment chez les patients présentant une douleur du genou sans traumatisme et ayant plus de 60 ans. Voilà. Donc on a vu des patients relativement âgés depuis tout à l'heure. Voilà, vous voyez, on vous dit même plus de 60 ans, pensez-y. Moi, des patients qui ont des douleurs au genou qui sont d'origine lombaire, en tête j'en ai plein. J'avais même
un patient, et après aussi il faut faire attention à certaines choses, c'est-à-dire comme je vous ai dit, des fois vous allez entamer un traitement, par exemple renforcement, ça va aller mieux, et moi-même j'avais un patient qui avait des douleurs au genou. Quand on a, alors avec, donc ça remonte un petit peu ce patient-là, mais au début, prise en charge, du genou, ça changeait pas grand-chose, les exos, tout ça. Quand on a rebilanté après, effectivement, il y avait une implication du rachis lombaire, mais chose assez, étonnante ou pas d'ailleurs avec ce patient-là, c'est que quand, on faisait de la thérapie manuelle sur son genou, ça soulageait toujours les douleurs. Donc ça veut dire il avait mal, si on exercice tout de suite, ça allait pas mieux, thérapie manuelle, puis ensuite les exercices, ça, c'était nickel, ou en tout cas beaucoup mieux. Et en fait, voilà, bah, mais en fait, en gros, ça tenait jamais. Donc il y avait des attentes sur la thérapie manuelle et des choses comme ça, voilà. Et là, on peut se retrouver dans le cas d'un patient, il vient, il dit ouais, les séances de kiné, ça me soulage, mais finalement, 24-48 heures après, ça replonge. Voilà, donc ça, c'est des patients. Si vous faites ça à chaque fois, vous allez garder 15 ans dans votre cabinet parce qu'en fait, bon, vous allez juste le soulager 24-48 heures. Donc dès qu'il y a un patient qui n'évolue pas, rebilanter. Surtout s'il vient pour une douleur de genou, qu'il a plus de 60 ans, que vous avez évalué juste le genou, que vous avez fait juste des traitements au niveau du genou, bah, au bout d'un certain nombre de séances où ça stagne, où ça régresse, et ben refaites une évaluation du rachis lombaire. Donc un interrogatoire et un examen clinique approfondi doivent être réalisés, visant à distinguer des symptômes mécaniques d'un côté, avec des claquements, des blocages, des instabilités, avec un éventuel facteur déclenchant identifié, d'accord, qui peut être traumatique ou une augmentation, peut-être aussi de la charge sur le genou. Voilà, si c'est quelqu'un qui est sédentaire et qui s'est mis à énormément marcher, est-ce que ça peut avoir impacté ses genoux, ou quelqu'un qui a changé d'endroit où il habitait, et que d'un seul coup il s'est mis à faire plein de montées d'escalier ou des choses comme ça, voilà, qui est quelque chose de logique, on va dire, ou un facteur déclenchant qui semble cohérent. On peut regarder s'il y a des gonflements, des pertes d'amplitude articulaire, une douleur, donc ça c'est les symptômes mécaniques, d'une douleur vague, non spécifique, où on n'arrive pas trop à reprovoquer les symptômes, même en mettant de la charge dessus, ça évolue pas comme on penserait que ça évoluerait, c'est-à-dire que bah, peut-être plus on charge le genou, plus ça devrait faire mal, bah là ça marche pas comme ça, sachant qu'on peut avoir bien évidemment les deux en même temps, hein. Ça aussi il faut faire attention. On peut prendre le cas, on fait un exemple tout à fait type, enfin on va caricaturer un petit peu les choses. Vous avez un patient qui est très sédentaire, qui passe une grande partie de sa journée dans son fauteuil. Et cette personne-là, ce patient, il se met à essayer de marcher un petit peu plus. Et en fait, il a une sténose lombaire qui, par exemple, en extension, augmente ses symptômes, en flexion, ça va mieux. Et bien en fait, la personne se met à marcher plus, elle passe donc plus de temps debout, en extension, parce qu'elle essaye de marcher bien droit et tout ça. Ça augmente sa sténose, et en fait, bah, ça va possiblement augmenter ses douleurs au niveau du genou. Et en fait, bah, vous avez un facteur déclenchant identifié qui pourrait expliquer que bah, l'arthrose dans son genou lui fasse mal parce qu'il marche plus, mais en fait, c'est peut-être juste parce que elle comprime en fait sa sténose, et donc en fait, on pense qu'elle sollicite plus ce genou, c'est ça qui fait mal, mais en fait, c'est plus que elle sténose encore plus sa sténose, et c'est ça qui provoque la douleur au niveau du genou. Voilà. Donc il peut y avoir l'un sans l'autre. Il peut y avoir bon, aucun des deux, mais il peut y avoir les deux en même temps. Et après, les causes, si elles se chevauchent, bah ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que l'anamnèse, elle est importante, et que derrière, l'examen clinique, très important aussi. Les patients ayant une pathologie primitive du genou ressentent généralement la douleur lors d'actes mécaniques. Ouais, exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Charge articulaire, se tenir debout, monter et descendre les escaliers, augmentation de l'activité physique. Et lors de mouvements, flexion, extension, rotation ou pivot du genou. Voilà, donc des contraintes vraiment mécaniques au niveau du genou. A l'inverse, si la douleur est non spécifique et sans symptômes mécaniques, cela doit alerter le clinicien sur une douleur projetée potentielle. Donc là, on se dit, bah, j'ai beau tester le genou dans tous les sens, flexion, rotation, flexion, extension, il n'y a rien qui gêne, les rotations sont pas particulièrement douloureuses, plus je charge, ça change pas grand-chose. Bon bah là, on peut questionner le patient sur est-ce qu'il y a des engourdissements, une faiblesse musculaire ou des douleurs nocturnes. Par exemple, des douleurs nocturnes, bon, il n'y a pas forcément de raison tant des problèmes de type arthrose ou des choses comme ça. Voilà. Sauf que s'il bouge d'une certaine manière le genou, mais il va avoir une douleur sur le cou, et après il va se rendormir, il va refaire sa nuit. Voilà. La présence d'engourdissement. Et donc du coup,
ça c'est ce qu'on voit dans la formation, c'est ce qui est important, c'est que en général la sténose, c'est une pathologie dynamique, d'accord, en fonction de comment votre patient va être, donc votre bilan il doit être dynamique. Donc là, on a un arbre décisionnel dont vous pouvez vous servir, pourquoi pas, hein. Donc on a un genou atraumatique. Est-ce qu'il y a des symptômes mécaniques? Oui. Bon, bah on peut supposer qu'il y a une pathologie du genou. Moi, je mettrais juste un petit truc. Euh, Pensez quand même à évaluer la zone lombaire. Voilà. Après, c'est comme je vous dis, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir une implication plus ou moins grande de l'un ou de l'autre. Mais rien n'empêche de tester les deux lors de votre bilan. Surtout qu'on a d'autres études, comme je vous ai dit, dans les prises en charge de pathologies musculo-squelettiques, le bilan neuro, en fait, l'évaluation de la fonction neurologique, elle est inclue dedans et c'est une étape qu'on ne peut pas sauter. S'il n'y a pas de symptômes mécaniques, est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve au niveau du genou? Ok. Donc, si oui, bah, bon, bah, on retourne sur le genou. Sinon, bon, bah, est-ce qu'il y a des engourdissements, des faiblesses, des douleurs la nuit? Sinon, bah, peut-être que ça peut être autre chose que même quelque chose de lombaire. Si oui, bah, on regarde, est-ce qu'il y a une diminution de la force du quadriceps ou au niveau une aryflexie ou une hyporéflexie au niveau du tendon rotulien. Et dans ce cas-là, on peut faire une imagerie lombaire. Donc, et après, dans les autres pathologies, on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle claudication neurogénique et claudication vasculaire. Bah, la claudication vasculaire peut aussi donner des douleurs dans les jambes, hein, d'accord? Pas forcément sur tout un trajet, en fonction de l'endroit où est la sténose, ça peut être des plus ou moins grands segments, mais une douleur à l'effort, on peut penser à une origine vasculaire. Et justement, après c'est là que c'est important, mais je ne vais pas tout vous refaire, c'est ce qu'on voit dans la formation en plus, donc par respect pour les gens qui ont acheté, je ne vais pas tout dire là, mais en fait on a des tests qui nous permettent de différencier justement, est-ce que c'est plus l'un que l'autre. Et donc souvent les patients souffrant de douleurs radiculaires, ils signalent des réveils nocturnes dus à la douleur, ce qui est un signe utile qui peut faire suggérer en fait une origine rachidienne. Ça va différer de l'arthrose de genou, où la douleur, elle peut être plutôt en fin de journée, à cause de la charge articulaire qu'il y a eu tout au long de la journée, et qui va plutôt rendre difficile l'endormissement, mais sans provoquer de réveil nocturne. En fait, bon, on peut avoir des douleurs la nuit, mais plutôt à l'endormissement, plutôt qu'un réveil pendant la nuit. En cas de suspicion, un examen ciblé est recommandé à la recherche d'engourdissement dans le territoire L3, d'une hypotrophie ou faiblesse du quadriceps et d'un réflexe rotulien diminué. Si après l'examen clinique et l'interrogatoire on suspecte une douleur projetée, il faut réaliser une imagerie lombaire. Bon alors après là il saute un petit peu sur l'imagerie. Là aussi vous avez l'imagerie tout de suite. Bon, si vous vous sentez à l'aise avec ce genre de patient, que vous en avez déjà traité et tout ça, est-ce qu'il y a besoin tout de suite de faire une imagerie? Pas sûr. Voilà, pas sûr. Si l'imagerie elle confirme l'hypothèse, une orientation vers un chirurgien du rachis est indiquée. Bon, peut-être que là, ils vont un peu vite. Voilà, peut-être qu'ils vont un peu vite. La kinésithérapie est notée nulle part. Bon, comme souvent dans les études, même par exemple quand on regarde bon après la myopathie cervicale c'est particulier, mais en fait voilà, l'étape du kiné elle est un petit peu sautée quoi. Et il est essentiel de noter que les douleurs au genou peuvent être multifactorielles, hein, une lésion intra-articulaire et une pathologie spinale peuvent coexister. Ne traiter qu'un seul de ces éléments peut alors être inefficace, c'est ce que je vous disais depuis le début. Faut pas faire une chose binaire où c'est soit l'un, soit l'autre, hein, il peut y avoir l'apparition des deux. Une examination clinique rigoureuse et un recours approprié à l'imagerie sont donc fondamentaux pour poser un diagnostic précis et choisir le bon traitement. Je dirais que le recours approprié à l'imagerie, c'est aussi ne pas se jeter forcément tout de suite sur, l'imagerie. Après, juste une chose, ici, en fait, il va y avoir deux cas. Je vais juste apporter un petit peu de nuance dans ce que je vais dire. Là, on serait dans la présence d'une radiculopathie. Donc effectivement, dès qu'on a une radiculopathie, renvoyer chez le médecin et faire une IRM, finalement, pourquoi pas. Mais si on a des pertes de force ou des pertes de sensibilité, par exemple, mais qui sont réversibles, et donc qui seraient dues à une altération transitoire de la conduction au niveau du nerf, ça, voilà, ce serait peut-être moins important de tout de suite aller chercher des choses, de voir ce qui se passe. Effectivement, une radiculopathie, bon bah là, après c'est pareil, en fonction de comment vous vous sentez à l'aise avec, vous pouvez plus garder ou pas. Une radiculopathie, c'est pas déconnant de se dire bon bah je vais renvoyer chez le médecin, il va faire les examens nécessaires et il revient. Voilà.
C'est donc juste ça. Donc en fait, effectivement, eux, ils se placent quand même dans, on va se dire qu'ils se placent dans le cadre vraiment d'une radiculopathie, hein, c'est le mot qui est revenu à chaque fois quand même, ou souvent, c'est radiculopathie. Donc on peut comprendre ici qu'ils fassent l'imagerie. Voilà, ici on peut le comprendre. Mais dans les cas où on n'a pas forcément une radiculopathie, mais plutôt une altération transitoire de la conduction, donc avec des pertes de fonction, mais qui seraient réversibles, et ben là on est plus sur une radiculopathie, et donc dans ce cas-là, effectivement, moins besoin de se jeter sur l'imagerie. Voilà. Donc en fait, effectivement, ils n'ont pas spécialement ils ont pas tort. Après, une fois que là où on peut dire quand même qu'ils vont vite, peut-être, c'est que envoyé chez le chirurgien, on peut quand même faire un peu de kiné avant pour voir comment ça se passe. Ici, vous avez en fait je vous ai mis donc en violet, vous avez tout ce qui est être en rapport avec les symptômes mécaniques, avec les sensations de blocage au niveau du genou, la douleur qui est en rapport avec la charge, des blessures antérieures au niveau du genou, une diminution de la mobilité, des gonflements, et après vous avez en rose plutôt ce qui est en rapport avec une possible sténose, donc la douleur la nuit, les engourdissements, l'abolition ou la diminution du réflexe patellaire, et une perte de force au niveau du quadriceps, voire une atrophie. Conclusion, donc l'incidence des pathologies du dos et du genou augmente fortement avec l'âge. Les études et cas cliniques présentés montrent que les atteintes L3, L4, qu'il s'agisse de sténose ou de hernie discale, peuvent imiter une douleur au genou de manière trompeuse, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut évaluer. À cause de cela, les patients peuvent souvent être mal diagnostiqués au départ, et un diagnostic erroné, ça peut entraîner des traitements inappropriés et des chirurgies inutiles. Notamment, là, des chirurgies du type, pourquoi pas, prothèse de genou, ce qu'on va voir en fait juste après. Il est donc essentiel de toujours envisager une pathologie rachidienne chez les patients âgés présentant une douleur au genou, en particulier lorsque l'imagerie du genou ne correspond pas aux plaintes ou aux signes cliniques. Un interrogatoire minutieux et un examen du rachis doit être réalisé en prêtant une attention particulière aux réflexes rotuliens, à la force du quadriceps et à toute perte de sensibilité, car ces éléments peuvent être des signes évocateurs d'une atteinte L3-L4. Alors je vais juste dire une chose par rapport à ça, compléter à ma manière. J'ai envie de dire, en fait, si vous suspectez ça, testez tout le membre inférieur, en fait, parce que vous n'avez pas juste testé le réflexe rotulien, vous pouvez tester aussi le réflexe achilléen, le réflexe au niveau des ischio-jambiers, pourquoi pas. La force du quadriceps, tester un petit peu la force partout. Et la perte de sensibilité, tester là aussi un petit peu partout. Ça prendra pas forcément beaucoup plus de temps et ça permettra de savoir un petit peu si, voilà, s'il y a de la perte effectivement sur cette racine-là, vous pouvez vous dire, bon, il y a possiblement une douleur au genou qui est due à une radiculopathie de la racine L3. Si en fait vous avez des pertes de force à plein de niveaux différents et des pertes de sensibilité à plein de niveaux différents, enfin voilà, là vous dites, bon, il y a peut-être plusieurs racines et là du coup c'est plus tout à fait pareil non plus, quoi. Est-ce que c'est bien... Pourquoi il y a plusieurs racines impliquées, et donc dans ce cas-là, voilà, derrière la prise en charge par rapport... voilà, peut-être que s'il y a plusieurs racines touchées, là se dire je vais prendre en charge, peut-être un petit peu chaud, et se dire non, là pour le coup on va vraiment voir médecin, imagerie, tout ça. Voilà, donc autant tout faire, ça va pas vous prendre beaucoup plus de temps, mais ça vous donnera par contre beaucoup plus d'informations. Enfin, toute imagerie rachidienne antérieure doit être soigneusement réexaminée par le chirurgien orthopédiste en portant une attention particulière aux zones foraminales et extraforaminales de la région lombaire supérieure. D'accord? C'est vraiment important de les regarder un petit peu dans ces zones-là, ces zones cachées. Et donc une pathologie lombaire est une cause connue de douleur projetée vers les membres inférieurs, donc ça je pense que vous le saviez, et doit être envisagée comme origine possible d'une douleur au genou, en particulier chez les patients autour de la soixantaine. Bien qu'une atteinte primaire du genou soit fréquente, une origine rachidienne doit toujours être considérée chez les patients âgés présentant une douleur au genou, notamment en l'absence de traumatisme, et lorsque l'imagerie du genou n'est pas cohérente avec les plaintes ou l'examen clinique. Les pathologies au niveau des vertèbres L3 et L4 sont les plus souvent impliquées dans les douleurs projetées au genou. Les deux causes les plus fréquentes, ça va être la sténose et la hernie discale. Après, vous vous en fichez de savoir si c'est l'un ou l'autre, hein. Vous testez la racine, et puis si la racine elle va pas bien, voilà, hein, si c'est réversible, vous vous dites, je peux prendre, et un petit peu peu importe ce qui se passe. Si c'est une radiculopathie, on se dit, je renvoie, le médecin fait ses tests, et après on voit ce qui se passe. Si les radiographies du genou ne montrent pas de pathologie majeure en lien avec les symptômes et l'examen du patient, un examen approfondi de la colonne lombaire doit être réalisé, en portant une attention particulière au réflexe rotulien, à la force du quadriceps et à toute perte de sensibilité. Bon, maintenant ça, je pense que vous le savez.
car ces éléments peuvent être caractéristiques d'une atteinte L3-L4. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça? Bon bah tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, un patient, la soixantaine qui vient pour une douleur au genou, évaluer le genou, évaluer aussi le rachis lombaire. De toute façon, faites votre évaluation neurologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de recommandé dans la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques. Donc faites-le, c'est pas forcément beaucoup plus long. Et notamment face à des douleurs de genoux qui sont vraiment pas... où vraiment l'aspect mécanique est difficile à trouver, bon bah on va voir la zone lombaire et peut-être que vous allez vous dire... Et donc évaluer la première séance, mais si à la première séance vous faites votre évaluation, vous vous dites bon bah en fait non, là j'ai de bonnes raisons de penser que c'est le genou et que vous faites 5, 6, 7 séances et que ça évolue pas, revenez, retestez le rachis lombaire et voyez comment c'est. Voilà. Et puis si ça ne évolue pas, on ne garde pas les patients pendant 1000 ans, on les réfère. Là on va partir sur la partie avec sténose lombaire et prothèse de genou. On va accélérer un petit peu parce que tout à l'heure, quand on était vers la moitié de la vidéo, je dis bon bah les 1h10 ça sera plié. Là on part sur du 2h, donc on va accélérer un petit peu. Donc il existe des liens étroits entre les pathologies du genou, de la hanche et de la colonne lombaire, ça on l'a vu tout à l'heure. Hein. On peut avoir des douleurs isolées du genou et de la hanche dû à un problème de rachis lombaire. Et pensez vraiment pas, problème de rachis lombaire ou de nerf ou peu importe, trajet complet. Une atteinte à un site peut entraîner avec le temps des douleurs ou des troubles à un autre. Et en fait, l'augmentation des prothèses de hanche et de genoux chez les personnes âgées permet d'examiner plus en détail l'impact des sténoses lombaires sur les résultats post-opératoires. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, les patients ayant une sténose lombaire et opérés d'une prothèse de hanche présentent des résultats fonctionnels inférieurs, une moindre satisfaction et une réduction de l'activité. Donc ça, c'est pour la prothèse de hanche. Une chirurgie lombaire réalisée avant la prothèse de hanche est associée à une meilleure qualité de vie post-opératoire. Bon là c'est pour la hanche, nous on va partir, hop. Une sténose diagnostiquée avant une prothèse de genou entraîne souvent des résultats fonctionnels moindres et une prothèse totale de genou préalable est un facteur de risque de mauvais résultats après une décompression lombaire. Donc en gros, en fait on va voir le lien dans cette étude entre la sténose, comme je dis, et les prothèses de genoux. Donc la variabilité clinique de la sténose lombaire, donc le niveau, la gravité, centrale ou latérale, ça nécessite une analyse plus fine pour mieux prédire d'un côté les résultats et orienter les choix chirurgicaux. Donc dans cette étude, le but c'était d'approfondir les liens possibles entre sténose et prothèse de genou en se concentrant sur des critères de jugement cliniquement pertinents, dont il y avait la mobilité, l'amplitude de mouvement et le besoin de mobilisation sous anesthésie. Et donc les auteurs ont généralement cherché à analyser l'éventuelle relation entre le niveau de sténose et les résultats que je viens de vous donner, donc la mobilité, l'amplitude et le besoin de mobilisation sous anesthésie. Hypothèse, donc c'était que chez les patients qui subissent une PTG, donc une prothèse totale de genou, une diminution de la mobilité du genou pré- et post-opératoire serait directement corrélée à l'augmentation de la sévérité et à la localisation de la sténose. Donc en gros, on aurait en fonction la présence d'une sténose sévère et à certains endroits, chez certaines personnes, on aurait du coup, à cause de ça, une moins bonne mobilité avant et après l'opération. Donc à quoi ressemble l'étude? Alors c'est une étude rétrospective avec 933 prothèses totales de genoux réalisées entre 2017 et 2020. Donc il y a 103 prothèses totales incluses chez 94 patients répondant aux critères. Donc en fait, voilà, il fallait qu'il y ait une IRM lombaire préopératoire, pas de chirurgie lombaire antérieure, mesure de mobilité du genou avant et après l'opération et suivi à plus de 3 mois post-op. Et donc s'il n'y avait pas d'IRM, il prenait pas. Chirurgie lombaire, il prenait pas parce que du coup peut-être qu'il n'y avait plus la sténose. S'il n'y avait pas de suivi, si le suivi était insuffisant, scoliose sévère ou arthrose secondaire suspectée, voilà. Donc en gros, on prend les gens qui avaient eu une IRM préopératoire, sans chirurgie à ce niveau-là, et on a mesuré l'amplitude avant, après l'opération, et avec un suivi adéquat, et on a pris ces personnes-là et on a regardé un petit peu ce qui se passait. Donc analyse des IRM lombaires, donc en fait ils ont regardé notamment la réduction du diamètre antéro-postérieur du sac thécal, et ils ont regardé les grades morphologiques de L1 à S1. Donc juste une chose, donc je sais pas si je les ai mis après, bon en gros là il y avait une corrélation interévaluateur qui était très bonne, et là un coefficient de kappa qui était vraiment très bon aussi. Donc en gros, c'est est-ce qu'ils sont d'accord, les mecs, quand ils regardent les résultats. Donc alors là, je vous explique ça, dites-moi si ça vous intéresse ou pas en général, mais en gros, la corrélation inter-évaluateur, c'est
quand ils essayent de trouver, ça s'utilise sur des valeurs continues, ok. Et le grade morphologique, c'est donc on utilise le coefficient de kappa parce qu'on c'est sur des valeurs qu'on appelle catégorielles. Voilà. Donc sur des valeurs continues, voilà, où il n'y a pas de catégorie, bon bah le diamètre antéro-postérieur, c'est voilà, on va dire 100 millimètres, il peut être de toutes les valeurs possibles. Voilà. Le grade morphologique, bon bah s'il est comme ça, c'est la catégorie, c'est le grade A, s'il est comme ça, c'est le grade B, s'il est entre ça et ça, c'est le grade C, et ainsi de suite. Donc pour l'un, on utilise la corrélation intervalulaire, pour l'autre, le coefficient de kappa. Bon là, en tout cas, les deux sont très bons, donc pas de souci. Données démographiques et facteurs confondants. Donc ils ont regardé l'âge, le sexe, l'IMC, voilà, la mobilité du genou, la prise d'opiacé. Voilà, ils ont regardé tout un tas de choses, parce qu'après, ils ont fait c'est là une analyse de régression pour regarder tout ça. Bon, on s'en fiche. Résultats cliniques, donc voilà les mesures recueillies. Donc en gros, on veut savoir surtout comment ça bouge. C'est surtout ça qu'on veut regarder, donc entre avant et après l'opération, et est-ce qu'il y a eu des mobilisations sous anesthésie. Voilà. Donc les résultats. Là, il y a des petites choses qui sont à noter. Donc un total de 94 patients, 103 genoux opérés, donc il y a des patients qui se sont fait opérer du coup des deux genoux, ayant bénéficié d'une PTG pour arthrose primitive, voilà. Donc parmi eux, la majorité étaient des femmes, donc 73 femmes pour 21 hommes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y avait essentiellement des femmes, et dans le tableau ici, ils ont mis le pourcentage d'hommes. Ils auraient pu, vu qu'il y avait plus de femmes, ils auraient pu mettre le... Bon, voilà. Avec un IMC moyen de 30,7, donc on est quand même chez des personnes qui sont plutôt en situation d'obésité, et un âge moyen de 71,3 ans. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on va pas pouvoir extrapoler tous ces résultats à tout le monde. Enfin, ces résultats à tout le monde, voilà. Donc là, on est sur plutôt des femmes, il y a un certain taux d'obésité, un âge moyen de 71,3 ans, voilà. Au niveau comorbidité, bon bah, effectivement, de toute manière, plus les patients sont âgés, plus il y a de risque d'avoir des comorbidités. Donc il y avait 22% de patients qui étaient diabétiques, 73% hypertendus, 79% qui présentaient ostéopénie ou une ostéoporose, 4% de fumeurs et 38% prenaient des opioïdes en préopératoire. Le suivi moyen était de 32 semaines. Au total, 23 patients avaient des antécédents de douleurs sciatiques et lombaires bilatérales. Donc ça fait quand même voilà, certains, hein, douleurs sciatiques lombaires bilatérales. 54 avaient des douleurs sciatiques et lombaires unilatérales. 21 présentaient uniquement des lombalgies et 5 étaient asymptomatiques. Donc ça fait quand même pas mal de personnes qui présentaient des douleurs, qui présentaient au moins quelques douleurs au niveau lombaire. D'accord? Donc en fait, ce qu'on retrouve ici, c'est qu'on a sur les 103 genoux que... en fait, parce que là, si on, fait si on totalise tout, on tombe sur 103, c'est pas par patient, c'est par... ils ont centré sur les genoux. Donc en fait, on peut dire qu'on en a que 5 qui sont asymptomatiques au niveau lombaire, et donc on peut supposer que les autres avaient peut-être une présence de sténose lombaire. Mesure IRM, donc ils ont mesuré le diamètre antéro-postérieur moyen de ce qu'on appelle le sac thécal, mesuré au niveau intervertébraux, en fait, entre L1 et S1. Et donc on a les mesures ici. Les niveaux les plus sténosés dans le plan antéro-postérieur, c'était L3, L4 et L4, L5. Le grade morphologique a été évalué au même niveau. Le tableau 3 présente le nombre de sujets et le grade correspondant à chaque niveau. En moyenne, les niveaux L2, L3 et L3, L4 étaient les plus sténosés. Ces niveaux représentaient 56,2% des cas avec un grade morphologique supérieur ou égal à 1. Le niveau globalement le plus atteint selon le diamètre antéro-postérieur et le grade morphologique était L3, L4. Donc qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Deux choses. Donc là, je vous ai mis un cadre rouge là. Donc en fait, là où on retrouve le plus de sténose à partir de 1 ou supérieur, en fait, c'est L3, L4 et L4, L5. Donc en fait, c'est les niveaux où peuvent être touchés en fonction de comment c'est sténosé, de ce qui sténose et tout ça. Bah, en fait, c'est ce qui va toucher notamment la racine L3. D'accord? Donc plus d'atteinte au niveau L3, L4. Notamment si on regarde donc le grade 1 ici, et voilà, dès qu'on regarde par exemple le grade 2, ben, il y en a plus ici, voilà, et L4, L5 pareil, donc on en a 21 ici, 19 ici, et 4 ici.
Et là, ce qui est intéressant, je vous ai mis aussi L5S1, mais c'est juste pour comparer, c'est que en général, L5S1, dans la population générale, en fait, c'est l'étage qui va être le plus touché par les sténoses, mais dans cet échantillon-là, bah, on voit qu'en fait, non, au niveau grade 1, grade 2, grade 3, en fait, il y a quasiment personne, en fait. Donc on voit que c'est des sténoses vraiment qui sont au niveau L3, L4, L4, L5, et donc c'est les sténoses qui peuvent toucher, en fait, cette fameuse racine L3. Voilà, donc ça, c'est important. Résultat fonctionnel, donc, bon après, voilà, donc 9 patients, donc 8,64% ont nécessité une mobilisation sous anesthésie, et 20 genoux, 19,42% présentaient un flessum post-opératoire d'au moins 5 degrés. Les patients avec flessum post-opératoire avaient en moyenne une mobilité, on va dire, de 109,6 degrés, et les mobilisations sous anesthésie ont été réalisées dans les 90 jours suivant l'opération en raison de difficultés à atteindre la flexion préopératoire ou des difficultés à la fois pour la flexion et l'extension. Donc ça c'était les petits résultats, mais c'était pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Nous, on va regarder ce qu'on appelle l'analyse de régression. Et donc en fait, en utilisant le niveau de sténose le plus sévère, selon le diamètre antéro-postérieur, les modèles linéaires prenant en compte l'usage préopératoire d'opioïdes, d'IMC, l'âge, le sexe, la présence d'ostéopénie, d'hypertension ou de diabète, bah, ils ont montré une incidence légèrement plus élevée d'anesthésie, de mobilisation sous anesthésie, pardon, chez les patients ayant un diamètre antéro-postérieur plus réduit. Un AOM, donc une mobilité post-opératoire plus élevée, lorsque le niveau de sténose le plus sévère était moins atteint. Donc quand on regarde le niveau de sténose le plus sévère, moins il est atteint, plus la mobilité sera grande. Par ailleurs, une amplitude préopératoire plus importante était corrélée à une sténose antéro-postérieure moins sévère à tous les niveaux, sauf L5-S1. Bah, comme on a vu, en fait, L5-S1, entre guillemets, on s'en fiche un petit peu dans le cas de problèmes de genoux. En fait, lui, voilà, il détermine pas, en fait, l'atteinte ou non. Voilà, une atteinte moins sévère de L5-S1, en fait, ça va pas forcément jouer sur le genou. Plus précisément, on observe une réduction significative de l'amplitude préopératoire avec une diminution moyenne de 16 degrés en cas de sténose sévère. De même, une augmentation du grade morphologique était associée à une diminution moyenne de 5 degrés de l'amplitude préopératoire. Il n'y avait pas de lien significatif entre le grade morphologique et l'incidence des mobilisations sous anesthésie ou des flessums dans les modèles ajustés. Il n'y avait pas non plus de lien significatif entre l'amplitude post-opératoire et le grade morphologique à aucun niveau. Cependant, en analysant la différence d'amplitude selon le niveau de sténose le plus sévère, quand on se base sur le grade morphologique, les patients avec un grade plus élevé avaient de façon contre-intuitive un meilleur delta d'amplitude post-opératoire au niveau L2, L3, avec une tendance similaire pour leur niveau le plus atteint. Donc en fait, quand on regarde les choses, ce que ça nous dit ici, c'est que la mobilité post-opératoire versus le diamètre antéro-postérieur, bon, bah, en fait, il n'y avait pas de lien, sauf pour le pire niveau de sténose. Donc seule la sévérité de la sténose au niveau le plus atteint est significativement associée à une réduction de l'arc de mobilité après prothèse, suggérant un impact persistant sur la récupération fonctionnelle. Mais en fait, on regarde le niveau le plus atteint et c'est le degré de sténose au niveau le plus atteint qui va conditionner en fait la récupération fonctionnelle. Donc en fait, on s'en fiche que le patient il est plein de sténose. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on regarde l'endroit le plus sténosé et c'est lui qui va prédire en gros la récupération fonctionnelle. Contrairement à ce qu'on attendait, les patients avec une sténose sévère à L2, L3 ont eu un meilleur gain de mobilité après la prothèse de genou. Ce résultat est significatif pour L2, L3 et tendanciel pour le niveau le plus atteint. L'hypothèse en fait, c'est que il est possible que la sténose à ce niveau, elle ait eu un impact moindre en fait sur la racine nerveuse L3, permettant ainsi une meilleure rééducation post-opératoire du quadriceps. Parce qu'en fait, effectivement, qu'est-ce qui peut jouer? Pourquoi cette fameuse racine L3, elle peut influencer les résultats? Bah, en fait, par exemple, on peut avoir une faiblesse du quadriceps, et le quadriceps il est important dans la fonction du genou, et donc un moins bon quadriceps, c'est moins de fonction par exemple au niveau du genou, et donc potentiellement des résultats moins bons. Plus la sténose lombaire est sévère, donc réduction du diamètre antéro-postérieur ou augmentation du grade morphologique, notamment entre L1 et L4, plus l'arc de mobilité du genou est réduit avant la pose de la prothèse. Donc de toute manière, en fait, qu'est-ce qu'on retient de tous ces résultats? Bon, on va regarder la discussion, mais en fait,
c'est que, effectivement, il faut peut-être évaluer les sténoses avant ou enfin peut-être avant opération, ça peut être quelque chose d'important, au moins après si ça n'a pas été fait avant, quoi. En fait, cette série de cas, elle montre une corrélation entre la sévérité de la sténose lombaire et la mobilité et la fonction du genou chez un groupe de patients ayant ensuite subi une PTG euh, pour motif d'arthrose. Les patients présentaient une réduction de l'amplitude d'extension préopératoire du genou lorsque la sténose était présente à n'importe quel niveau lombaire, à l'exception de L5-S1. Cette relation était inversement proportionnelle, plus le grade morphologique était élevé, donc plus la sténose était sévère, ou plus le diamètre antéro-postérieur du sac thécal était réduit, plus l'amplitude préopératoire était diminuée, sauf, comme je vous dis, L5-S1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça implique peu le genou, cette racine. Et donc, cette relation, elle n'a jamais été décrite auparavant, donc entre cette sévérité de la sténose et une faible mobilité du genou en préopératoire. C'était plus marqué lorsqu'on analysait le niveau de sténose le plus sévère de chaque patient, renforçant l'hypothèse selon laquelle ce déficit était lié à la sténose lombaire. Donc voilà, un patient qui récupère mal après une PTG, potentiellement, ça peut être dû à une sténose. Notamment, on va regarder à quel point le niveau le plus sténosé est sténosé. Par ailleurs, l'amplitude post-opératoire était également significativement réduite au niveau de sténose lombaire le plus sévère sur le plan antéro-postérieur, souvent situé à L2, L3 ou L3, L4 chez près de 60% des patients. Ces niveaux affectent particulièrement la fonction du quadriceps via l'atteinte de la racine L3, ce qui pourrait expliquer l'augmentation des mobilisations sous anesthésie, dans ce groupe notamment. Fait contre-intuitif, les patients avec une sténose plus sévère au niveau L2, L3 récupéraient parfois mieux la mobilité du genou après la PTG. Une explication possible, c'est que la sténose à ce niveau, elle affectait moins la racine L3, permettant une meilleure rééducation post-opératoire du quadriceps. Voilà. Donc en fait, avec ça, avec cette étude, on voit vraiment bien le lien entre prothèse totale de genou et sténose. Donc en fait, ça complète bien la partie juste avant. Même si les travaux antérieurs dans ce domaine sont rares, certaines comparaisons peuvent être faites pour orienter les recherches futures. D'autres études ont également montré une corrélation entre PTG et sténose lombaire, quoique plus modérée. Donc notamment chez 115 patients avec sténose lombaire et ont trouvé des scores fonctionnels et objectifs post-opératoires significativement plus faibles que chez les patients sans sténose. Toutefois, ils n'ont constaté aucune différence d'amplitude articulaire au genou entre les groupes, ni en préopératoire ni en post-opératoire. Mais en fait, cette divergence peut s'expliquer par les critères d'inclusion différents. Et en fait, dans la cohorte de l'autre étude, ils incluaient uniquement des patients avec un diagnostic officiel de sténose ou une chirurgie lombaire antérieure, ce qui aurait pu améliorer en fait la mobilité articulaire avant la prothèse. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc les critères sont différents. Donc en fait, on ne peut pas comparer de manière directe ces études. Cette étude, au contraire, a exclu les patients ayant subi une chirurgie pour sténose lombaire, car cette dernière est associée à un taux d'échec plus élevé, justement, au niveau des prothèses de genoux. De plus, les auteurs se sont basés uniquement sur l'IRM préopératoire afin d'éviter les biais liés à la dégradation post-opératoire des images ou aux fibroses épidurales occultes qui pourraient fausser les résultats. Bon, ça c'est pour la discussion. Les limites de cette étude-là, qui est très très intéressante, c'est son caractère rétrospectif. Donc ils ont été voir juste les dossiers médicaux. Les critères utilisés pour définir la sténose sont issus de plusieurs articles. Voilà, ça c'est une chose aussi importante à savoir. Bien que l'accord interobservateur soit satisfaisant, les mesures IRM ne sont pas normalisées en fonction de la variabilité anatomique individuelle. Plus de 80% des patients n'avaient pas de score de résultat rapporté par les patients, ce qui limite les corrélations avec les résultats fonctionnels. Hétérogénéité de qualité et de format des IRM provenant de structures extérieures. Donc bon, il y a des limites, mais ça vaudrait le coup de faire cette fois-ci une étude prospective sur ces personnes-là, sur ce type de cas. Conclusion, cette étude appuie l'intérêt d'évaluer une sténose lombaire avant toute arthroplastie totale du genou. Les patients ayant une sténose préopératoire, en particulier au niveau des racines L3, peuvent présenter une amplitude articulaire réduite avant et après la chirurgie, avec un risque accru de résultats fonctionnels moindres, de contractures et de recours à des mobilisations sous des anesthésies. Identifier cette sténose permettrait de mieux sélectionner les candidats à la prothèse totale de genou et de mieux définir les attentes thérapeutiques. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça? Pour le moment, avec la première partie, ce qu'on peut se dire, c'est que face à une douleur de genou qui paraît peu mécanique chez une personne qui a plus de 60 ans, allez voir s'il n'y a pas une sténose, et chez une personne qui est candidat à la chirurgie ou alors qui a déjà eu une chirurgie de type prothèse totale de genou,
Donc si c'est un candidat, bah, évaluer peut-être s'il y a des sténoses ou pas, et s'il a déjà été opéré et que la rééducation stagne un petit peu, pourquoi pas évaluer s'il n'y a pas une sténose au niveau lombaire. Donc là on a fait le lien entre tout ça. Et maintenant, on va passer à la dernière partie, qui est en fait la myélopathie cervicale et les douleurs de genoux. Donc en fait, myélopathie cervicale, c'est au niveau, comme son nom l'indique, cervical, ça peut donner des douleurs de genoux. Nous, ce qu'on va pas faire, c'est se dire que, effectivement, ça peut créer des tensions au niveau du dos qui vont tirer sur, par exemple, le trapèze, puis le fascia thoracolombaire, qui peut ensuite venir générer des faiblesses au niveau des fessiers et donc donner des douleurs de genoux. Tout ça, on va pas faire ça. Nous, on va étudier, on va faire du sérieux. Hein, on va prendre des rapports de cas dans la littérature. J'en ai pris 3. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et du coup, pareil, pour vous, en fait, le but, ça va être de se dire, mon patient, il a des problèmes de genoux. Au niveau lombaire, j'ai pas vu grand-chose. Peut-être qu'au niveau cervical, il se passe quelque chose. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Donc cas clinique numéro 1, patiente avec des douleurs persistantes au genou après une prothèse totale de genou, secondaire à une myélopathie cervicarthrosique. Donc, on va faire le déroulé dans l'ordre. Donc, prise en charge initiale, c'est une femme, 78 ans, gonarthrose bilatérale sévère et échec du traitement conservateur. Intervention pour une pose de prothèse totale de genou bilatérale, sans complications. Récupération partielle satisfaisante à 6 mois. Donc, la patiente récupère plutôt bien à 6 mois. Évolution des symptômes, à 8 mois post-opératoire, on a une réapparition de douleurs sévères au niveau des genoux, spasme musculaire nocturne, faiblesse des membres inférieurs, instabilité à la marche. Et ça progresse sur 14 mois malgré traitement et rééducation. Donc là, on a quoi? On a un patient chez qui ça se passait bien, d'un seul coup ça se passe moins bien. Donc augmentation normalement du niveau de vigilance pour ce patient. Rebilanter, ça peut être une bonne chose. Donc là, on va voir que voilà. Ensuite, investigation supplémentaire, et c'est là que c'est un petit peu drôle. Donc on va avoir 5 consultations orthopédiques avec persistance des symptômes, mobilité réduite. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de faire 5 consultations pour ça? Comme je vous dis, dès que ça avance pas, rebilanter. Examen clinique réalisé par un chiropracteur. Ok, nickel. Donc en général, on rigole avec les chiros. Bon là, en tout cas, le mec, il a bien fait son travail. D'accord? Réflexe de Hoffmann positif à gauche, faiblesse musculaire à 4 sur 5 bras et jambes gauche, hypertonie des ischio-jambiers gauche, douleur à la palpation des trapèzes supérieurs. Bon, alors après, oui, bon, ça, c'est peut-être un peu moins important. Bon, déjà, le Hoffmann positif et la faiblesse musculaire un peu sur le bras et jambes. Bon, là, déjà, on n'est plus vraiment au niveau lombaire. On peut monter de quelques étages. IRM cervical, donc on a une spondylose cervicale avec des hernies C2, C3 et C3, C4, sténose centrale sévère, une myélomalacie, œdème médulaire, tout ça donc spondylosthésis dégénérative de grade 1. En fait, qu'est-ce qu'on se retrouve? Bah en fait, qu'on se retrouve, pardon, on se retrouve avec finalement une myélopathie cervicarthrosique ou une myélopathie cervicale, euh, une myélopathie cervicale dégénérative qui est la source de douleurs et de spasmes réflexes au niveau des genoux. Voilà. Donc ça, donc en gros, qu'est-ce qu'on a? On a une patiente qui se fait poser une prothèse de genou. Il y a des complications qui apparaissent parce que ça évolue pas très bien au niveau des genoux. Et là, c'était pas au niveau lombaire qu'il fallait aller voir. Il fallait monter d'un cran et aller voir ce qui se passe au niveau cervical. Donc là, en fait, on a un chiropracteur qui a très bien fait son travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a une myélomalacie, donc là, en fait, on a des lésions qui vont pas être réversibles. D'accord? Donc ça, c'est quand même important. Et l'œdème médulaire, ça, par contre, c'est réversible. Donc en fait, s'il y a une opération, ça peut soulager les douleurs, mais aussi la fonction, hein, parce qu'il va y avoir des destructions au niveau du système nerveux. Ça, c'est hyper important. En fait, on va voir tout ça dans la formation, dans cette partie-là, sur la myélopathie cervicale, et comprendre un petit peu, donc déjà, le parcours des patients. C'est des patients qui vont avoir des défauts, on va dire, dans la prise en charge. Ils vont passer par, on va leur dire que c'est des syndromes du canal carpien, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Et finalement, on va arriver à la myélopathie cervicale. Le problème, en fait, c'est qu'au début, les lésions sont réversibles, puis à la fin, ne le sont plus. Ça peut impacter la fonction, la qualité de vie, et même l'espérance de vie dans certains cas. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes et il faut être capable d'identifier ces myélopathies cervicales. D'accord?
Donc là, c'était pour le premier patient. Deuxième patient, donc prise en charge initiale, homme de 63 ans avec une douleur médiale du genou gauche depuis 3 ans, après un mouvement en torsion, on retient ça. IRM qui montre une déchirure méniscale, puis arthroscopie, plus infiltration, sans amélioration. Donc là, si on revient au début, on peut penser, vous vous rappelez dans l'algorithme décisionnel, s'il y a eu, il n'y a pas eu de traumatisme, on peut se poser la question de est-ce que ça vient bien du genou. Mais là, en fait, il y a eu un traumatisme qui peut expliquer pourquoi pas les déchirures internes au niveau du ménisque. Et donc, malgré infiltration et l'arthroscopie, alors ils ont fait un débridement méniscal et ils ont retiré un repli synovial, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il y a eu une opération plus infiltration, pas d'amélioration, évolution des symptômes, douleur persistante malgré le traitement physique, avec présence d'une amyotrophie mollet gauche, paresthésie postérieure et lombalgie intermittente. Donc là déjà, on commence à se poser la question, ça ressemble pas trop à vraiment un problème uniquement de genou. Déjà les paresthésies, bon, on tombe dans la catégorie, pourquoi pas vous rappeler, dès qu'on a des engourdissements, euh, se poser des petites questions. Bah, nouveau diagnostic qui pourrait correspondre, hein, radiculopathie S1 gauche, confirmé notamment par IRM lombaire et EMG. Sauf qu'on a eu des signaux d'alerte secondaires, c'est-à-dire qu'on a eu des pertes d'équilibre, 2 épisodes. Rares dans les radiculopathies S1, beaucoup plus présentes dans les problèmes de myélopathie cervicale. Examen neurologique, hyperréflexie membre supérieur, Babinski, Hoffman bilatéraux, Romberg positif, diminution de sensibilité des membres supérieurs. Là, on n'est plus vraiment sur un problème lombaire. Et là, ça sent vraiment la myélopathie cervicale, IRM cervicale, sténose sévère C3, C4, C5, C7. Et donc, en fait, on a une myélopathie cervicatrosique compressive. Donc, bon, après, le nom, on s'en fiche, cervicatrosique, c'est un peu l'ancien nom. Maintenant, on dit myélopathie cervicale dégénérative. Bon, en gros, il y a une myélopathie cervicale. Donc là, c'était le cas numéro 2. Et on va passer au cas numéro 3. Douleur persistante au genou après une nouvelle fois une prothèse totale de genou, révélant une myélopathie cervicale. Prise en charge initiale, donc patiente de 65 ans avec une douleur intense persistante du genou droit après la pose de la PTG, sans complications, antécédent hypertension arthrose sévère confirmée radiologiquement. Maintenant, on va regarder comment évoluent les symptômes. Je pense que maintenant vous avez bien compris, hein. Bon, il y a ce qui se passe au début, puis l'évolution, ça nous donne beaucoup de choses. C'est pour ça aussi dans ma formation, on voit ça, notamment comment à quel niveau on est en termes de niveau de suspicion et l'évolution, parfois quand on est dans le jaune, donc on ne sait pas si c'est vraiment pour nous, et on ne sait pas s'il faut référer, bah, l'évolution des symptômes, c'est ce qui va nous apporter la réponse. Parfois, on va retourner vers le fait de se dire, bon, bah en fait, c'est un patient pour moi, et parfois, on va se dire, ah, en fait, c'était pas un patient pour moi. Donc là, l'évolution des symptômes, on a immédiatement en post-opératoire des douleurs postérieures du genou avec spasme involontaire de flexion-extension. Un mois post-op, aucune amélioration malgré antalgique, myorelaxant et rééducation. Bon, déjà, bon, immédiatement, bon, post-opératoire, voilà, bon, bah, immédiat, voilà. Un mois post-op, pas d'amélioration. Consultation répétée sans cause locale identifiable. C'est-à-dire qu'il y avait des radiographies normales et tout ça, bon, voilà. Investigation supplémentaire. Après quelques semaines, référé en médecine physique, constat de réflexes vifs bilatéraux, Hoffman positif à droite, faiblesse 4 sur 5 au niveau des membres supérieurs droits, amyotrophie légère, et donc là du coup, IRM. IRM et cervical, on a les membres supérieurs qui sont appliqués. Hoffman, c'est un réflexe qu'on a, enfin qu'on regarde au niveau du membre supérieur, hein. Donc IRM cervical, sténose sévère C4, C5, C5, C6, myélomalacie et œdème médulaire. Donc on a des lésions réversibles et d'autres qui ne le sont plus. Prise en charge, alors la personne elle a refusé pendant 4 mois le traitement chirurgical. Sachant que là, les lésions sont réversibles, mais elles peuvent devenir irréversibles, hein, bien évidemment. Donc, prise en charge 4 mois de refus chirurgical, aggravation fonctionnelle, nécessité d'un déambulateur, et oui, les myélopathies cervicales vont impacter la marche, et développement de douleurs à l'épaule, puis chirurgie avec une évolution satisfaisante après la décompression cervicale, avec une amélioration post-opératoire du tonus et des douleurs dans les jambes, mais une persistance de douleurs neuropathiques modérées dans les bras, qui peuvent être dues à tout un tas de choses, mais notamment les lésions au niveau du tissu nerveux, et elle a pu reprendre le travail 10 mois après sa première opération de prothèse de genou. Donc là on arrive à la fin de cette vidéo, et donc qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient que un patient passé un certain âge, donc 60 ans, qui présente des douleurs de genoux, ça vaut le coup de faire un examen du rachis lombaire, bien que
peu importe le patient, ça soit quand même utile, mais là, on va augmenter le niveau de suspicion par rapport à une origine lombaire et se forcer, heu et se dire qu'en fait, il faut vraiment le faire. Face à une prothèse de genou qui est programmée, ça vaut le coup de faire un examen du rachis lombaire. Face à une prothèse de genou qui n'a pas eu d'évaluation du rachis lombaire, bah, ça vaut le coup d'en faire un en post-opératoire. Peut-être pas en post-opératoire direct, mais ça vaut quand même le coup de regarder ça à un moment donné. Toujours suivre l'évolution du patient et si ça ne suit pas son cours, rebilanter et ne pas hésiter à remonter d'un cran, c'est-à-dire on peut faire le rachis lombaire, mais on peut aussi faire le rachis cervical. Bien évidemment, on ne fait pas une évaluation du rachis cervical chez toutes les douleurs au niveau du genou, ça n'a pas de sens, d'accord? Faire une évaluation du rachis lombaire, pourquoi pas? Et si pas d'amélioration post-PTG ou post-prise en charge, au niveau du genou et de la prise en charge du rachis lombaire et que quand on rebilante, on a des signes notamment au niveau du membre supérieur et tout ça, là on se pose les questions de se dire: «Est-ce qu'on peut pas, voilà, évaluer le rachis cervical?» et se dire: «Est-ce qu'il n'y a pas une myélopathie cervicale?» Voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous a plu, elle était relativement complète, c'est vraiment, alors il y avait beaucoup d'informations brutes, c'est à vous après de trier un petit peu par rapport à tout ce que je vous ai dit. Peut-être de la regarder plusieurs fois, mettre pause, pour bien lire tout ce qui parce que je vous lis pas tout à chaque fois. Je rappelle que si vous voulez les PDF, abonnement premium, pour l'avoir, allez sur, votre ordinateur plutôt, parce qu'en général sur les téléphones, a priori ça s'affiche pas super bien. Et voilà et donc en fait, bah, là on a fait les douleurs de genoux qui peuvent être liées à un problème d'origine rachis lombaire, voire cervicale, sans raconter, du bullshit avec des chaînes croisées, c'est tendu d'un côté, bon faut parce que c'est contracté de l'autre et tout ça. D'accord? Et on va finir avec une dernière pub, donc effectivement ah non 2 dernières pubs pardon. Donc on a les myélopathies cervicales ici, donc ça c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est un gros chapitre, d'accord? Et j'ai quasiment, je sais plus, quasiment 90 diapos ou 100 diapos sur le sujet. La formation sur les cervicalgies, il y aura beaucoup plus de contenu ouais, que la lombalgie, parce que bah, effectivement, je fais le membre sup, mais aussi la tête et le cou. Donc forcément, il y a plus de choses à traiter. Comme d'habitude, toutes les personnes qui achèteront la partie lombalgie avant cervicalgie, vous aurez une réduction sur la partie cervicalgie parce que je vous remercie de votre confiance tout simplement. Mais voilà, du coup en gros ça c'est vraiment une très très grosse partie, parce qu'il y a plein de choses à comprendre. Il faut savoir que c'est très mal étudié par les médecins, la myélopathie cervicale, comparé à d'autres problèmes comme le syndrome de la queue de cheval ou des choses comme ça. Il y a vraiment des lacunes dans la recherche, ça a été identifié et ils sont en train de revenir, enfin justement de s'occuper de ça. Donc voilà, ça c'était pour la formation. Et en fait, je vous rappelle, parce que j'ai un peu de place en ce moment, donc je fais des suivis en ligne pour les personnes qui ont des douleurs. Ce n'est pas de la kinésithérapie, c'est vous avez des douleurs, bon, on fait un suivi en ligne, comme on va dire du coaching antidouleur, voilà, du suivi ou de la réhabilitation en ligne, voilà. En fait, il suffit de me contacter sur cette adresse mail, vous me racontez un petit peu votre histoire. Je ne prends pas tout le monde, hein, je ne prends que des personnes que je pense pouvoir aider euh, à distance, voilà. Et donc c'était pour finir sur cette vidéo. Voilà, donc bah, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se dit à la prochaine. Salut.